merci beaucoup Maxime. Je vais commencer par, comme presque tout a été dit, mais par dire d'abord je suis très heureux, c'est la première fois que j'interviens aux amphis, j'ai ensuite deux autres tableaux ronds derrière, mais c'est un plaisir, un honneur d'être invité par les camarades de la France Insoumise, d'être à côté de ma collègue Farida Amrani, qui est non seulement une combattante acharnée, comme l'ensemble des parlementaires de la NUPES à l'Assemblée, pour combattre la Macronie et la Le Peni, mais qui en plus aussi nous a procuré un très beau moment de bonheur le soir des élections législatives, puisque le dernier endroit où il y avait un peu de macronisme, de valsisme dans ce pays, oui c'est pareil, est tombé, et donc ça a été une grande fierté de Maxime qui porte à Rouen des combats là aussi qui nous font honneur et dont on est fier, et puis évidemment des représentantes d'Attaque et la Télé Carmonde, deux organisations qui sont essentielles dans la bataille que nous menons contre les injustices, les inégalités, parce qu'on voit bien d'ailleurs l'obsession d'Emmanuel Macron de détruire tout ce qui fait de la démocratie, tout ce qui fait de l'opposition, tout ce qui fait des corps intermédiaires. On l'a vu pendant la bataille des retraites, et donc j'ai envie de vous dire déjà de continuer à tenir bon comme vous le faites, parce qu'il n'y a aucune bataille qu'on peut mener au Parlement, aucune bataille qu'on peut mener dans le champ politique, sans qu'il y ait dans la société un mouvement profond de révolte et de combat contre les inégalités, les injustices et la brutalité des politiques néolibérales. Bon, vous avez très bien dit comment Emmanuel Macron sait, pour reprendre le titre d'une vieille émission politique un peu ringarde, c'est des paroles et des actes, et en matière de haine des pauvres, on peut dire qu'il y a une cohérence chez Emmanuel Macron. Les mots traduisent fidèlement la politique. Les injures à l'égard des plus précaires de notre pays traduisent très bien la politique extrêmement brutale dont vous avez rappelé tous les méfaits, je n'y reviens pas. Moi je voudrais peut-être, comme on est sur la fin de ce premier tour d'échange, dire en quoi, de mon point de vue, la politique d'Emmanuel Macron à l'égard des pauvres traduit fidèlement ce qu'est le macronisme. C'est-à-dire pour moi quelque chose de profondément anti-républicain et d'immoral. Puisque ça a été évoqué tout à l'heure, la question de la morale. Nous considérons qu'il est immoral qu'une infime minorité de privilégiés, parce que pour qu'il y ait des pauvres, il faut qu'il y ait des riches. Et pour qu'il y ait de la pauvreté qui s'enracine dans le temps, il faut qu'il y ait une richesse qui se protège en permanence. Et je dirai un mot d'ailleurs sur comment nous avons, nous, à agir politiquement ensuite. Mais nous considérons qu'il est immoral qu'une infime minorité de privilégiés accumule les richesses, s'accapare les ressources, pendant que le plus grand nombre souffre de plus en plus des conséquences de la politique qui est menée. Nous considérons qu'il n'y a rien qui justifie moralement qu'un individu gagne 30, 40, 50, 100 fois plus qu'un autre dans une entreprise ou dans la société, que rien ne justifie. Qu'on vole aux Françaises et aux Français 2 années de vie pour un hypothétique et lilliputien déficit des retraites, alors que dans le même temps, on fait chaque année des dizaines et des dizaines, ça a été rappelé, de milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises sans aucune contrepartie, qu'on a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous jugeons qu'il est profondément immoral que ce soit installé, je vais utiliser un mot qu'ils aiment bien, un séparatisme dans la société des riches à l'égard des pauvres. Séparatisme qui se retrouve dans toutes les sphères de la société, dans l'école. On est aujourd'hui dans une situation où pour beaucoup de collectivités, il y a plus d'argent qui est mis pour soutenir les écoles privées pour quelques-uns que l'école publique pour tous et patrimoine commun de la République et notamment de ceux qui n'ont rien. Séparatisme scolaire, séparatisme dans le logement. Là aussi, ça a été dit, et la loi Kasbarian-Berger, je le dis très tranquillement, est une loi d'inspiration lepéniste. Et l'un des pires méfaits qui a été commis par les macronistes, et pourtant ils en ont fait beaucoup. C'est une horreur absolue, ce texte, et il ne va pas concerner que des squatteurs, contrairement à ce que dit ce terme. En réalité, ça va faire en sorte, ça va permettre que des milliers de familles soient expulsées de leur logement. Et d'ailleurs, j'ai même découvert maintenant que on pouvait expulser toute une famille à raison de la condamnation d'un de ses membres. C'est une rupture profonde avec l'état de droit, avec les principes essentiels de notre République. J'en profite pour faire une proposition. Si maintenant la doctrine, c'est d'expulser de leur logement les délinquants, je suggère qu'on reprenne des bureaux du côté de la rue Miroménil à Paris, qui sont utilisés, squattés aujourd'hui par un ancien président de la République, condamné pour corruption. Parce que là, il y a les droits et les devoirs, ça marche dans un sens. Quand vous êtes en situation de précarité, là, on va fliquer votre vie privée, on va exiger de vous des contreparties, on va regarder combien il y a de brosses à dents dans la salle de bain, on va regarder, est-ce que vous n'avez pas un peu aidé vos gamins, est-ce que machin, et on va vous traquer pour 5 € de trop perçus parfois, on va traduire des gens en justice pour 5 balles parce qu'ils ont coché la mauvaise case sur des documents
que je mets au défi n'importe quel grand penseur de la technocratie étatique, je mets au défi de remplir ces documents. Aujourd'hui, l'accès aux aides sociales, et d'ailleurs on organise en fait le non-recours. Le scandale dans notre pays aujourd'hui, c'est que vous avez des aides auxquelles une personne sur deux n'accède pas, tout simplement parce que c'est trop compliqué, parce qu'elle ne connaît pas ses droits, etc. Et donc déjà l'un des combats qu'on a à mener, c'est la question de l'automaticité des droits des versements. Et pour le coup, on a simplifié. Vous savez, il y a un discours néolibéral qui dit toujours qu'il faut libérer les énergies, c'est pour l'entreprise. Sous-entendu, pas trop d'impôts, pas trop de devoirs d'exemplarité environnementale ou sociale. Ben moi j'appelle à ce qu'on libère l'énergie pour les plus pauvres, qu'on leur lâche la grappe. Quand on est pauvre, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit à sa vie privée. Quand on est en situation de précarité, qu'on parle parfois mal le français, on doit pouvoir avoir des aides automatiques sans avoir à quémander et en plus se faire traiter d'assisté derrière. Donc c'est ça qui, moi, me paraît déjà la première source de révolte de notre part, c'est l'immoralité de la politique qui est menée à l'égard des plus précaires dans notre pays. Je dis qu'ils sont jugés, qu'ils sont stigmatisés. Là, on va avoir avec France Travail, qui est le premier texte qu'on a étudié à la rentrée à l'Assemblée nationale, l'illustration même de ce qu'est la haine des pauvres, de ce qu'est le mépris de classe, dans l'idée qu'on va, parce que la solidarité nationale s'exerce, aller juger ce que font les gens de l'argent. Et je l'ai vécu par exemple sur la question du droit aux vacances, sur lequel on a beaucoup travaillé avec ATD Carmonde et c'était évoqué tout à l'heure. Vous avez, quand on parle de ce sujet, des gens de droite qui vous disent bon ok, on va filer peut-être une petite aide pour que les gens partent en vacances, mais après, qu'est-ce qu'ils en font? Et alors, moi je suis parlementaire, je gagne très bien ma vie, quand je pars en vacances, personne ne me dit c'est bien parce que tu as fait ceci ou parce que tu n'as pas fait cela. J'ai pu faire une semaine où j'ai fait que pioncer, dormir, puis une semaine où j'ai visité des trucs. Quand vous êtes en situation de précarité, on considère que si on vous aide, on doit juger moralement ce que vous faites. C'est insupportable. Et c'est une contradiction complète avec la liberté individuelle, avec les grands principes, y compris du libéralisme, de l'individualisme, etc. Mais quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas le droit aujourd'hui à une vie privée, ça me paraît être un point essentiel. Et je disais républicaine, et je termine par ça, parce que la République, c'est pas, vous savez, ils disent pareil, il y a des grands mots, on dit République, il y a un arc républicain, j'ai découvert, un arc qui tire quand même sacrément de flèches contre la République elle-même, mais enfin peu importe, il y a un arc républicain, etc. Et la République, c'est quoi? C'est une devise. La République française, c'est une devise. Liberté, égalité, fraternité. Et un jour, pour moi, ce qui révèle ce qu'est Emmanuel Macron et sa vision de la société française, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, il y avait une émission où les candidats à la présidentielle passaient devant des gamins, c'était mignon, ils étaient devant des pitchouns, devant une classe, et les gamins posaient des questions. Et des questions objectivement bien meilleures qu'un certain nombre de questions posées sur des grands médias de ce pays. En tout cas, je trouvais que c'était plus intelligent qu'un débat sur CNews. Et il y a un gamin qui demande à Macron, à l'époque pas encore président de la République, quelle est la différence entre la gauche et la droite? Très bonne question, surtout pour Emmanuel Macron. Et lui, il dit un truc qui paraît très simple, mais qui en réalité révèle quelque chose de sa méconnaissance de ce qu'est la République française et de ce qu'est l'identité de notre société. Il dit, de mémoire, je n'ai pas le mot exact, j'avoue que je ne relis pas du Macron au petit déjeuner tous les matins, il dit « La droite, c'est la liberté qui parfois néglige un peu l'égalité, et la gauche, c'est l'obsession de l'égalité qui du coup écrase les libertés. » Mais c'est méconnaître cette réalité première, c'est qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. On n'est pas libre quand aujourd'hui on n'a pas les moyens d'étudier correctement si on est obligé de se salarier. On n'est pas libre quand on est une mère célibataire à temps partiel subi qui doit choisir entre soigner ou nourrir ses gamins. On n'est pas libre sans égalité. Et donc le combat que nous menons, et c'est pour ça que je crois que notre vocation, et je termine par ça, la vocation de la NUPES, ça doit être de définir comme un objectif politique majeur l'éradication de la pauvreté. Alors on discutera sur les chemins pour y parvenir. Moi, vous savez, avec Benoît Hamon et Génération, on défend le revenu universel de l'existence. Je sais que ça fait débat. Je ne prétends pas que ce sera la solution. Discutons de ces solutions-là. Mais fixons l'éradication de la misère comme un objectif politique prioritaire. Pour nous, ne nous satisfaisons pas de cette situation aujourd'hui dans laquelle on abandonne des millions de nos compatriotes dans la misère. Et enfin, pour que tout ça advienne, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu, on est des universités, de rentrer d'une formation politique, la principale formation politique de la gauche. On est dans une année qui commence, qui est une année électorale. On va en parler tout à l'heure à 15h30 sur les européennes. Mais j'allais dire une chose très simple. Politiquement, le camp des riches, il sait s'unir. On l'a vu à l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de nous empêcher de faire le SMIC à 1 600 €, le camp des riches, de Le Pen à Macron, il sait se retrouver, il sait s'unir, il sait faire bataille commune. Quand il s'agit de stigmatiser les chômeurs, les allocataires du RSA, le camp des riches, il sait se retrouver, il sait s'unir, il sait se rassembler, il sait mener ses batailles culturelles et ses batailles politiques ensemble. Nous, qui sommes le camp des plus pauvres, le camp de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, est-ce qu'on va leur offrir le luxe aux élections européennes et dans les échéances à venir de notre division?
Mais si on fait ça, on pourra faire des grands discours sur l'injustice et la brutalité de cette politique, on sera ridicule. Et donc je le dis parce que souvent on dit il y a les questions de stratégie politique et les questions de fond, c'est deux questions distinctes. Non, si on considère qu'il faut éradiquer la misère, alors on considère que le camp du progrès social et de la justice, il doit être uni et rassemblé pour mener la bataille culturelle. Parce que c'est une bataille politique à gagner, c'est aussi une bataille culturelle. Si nous avons cédé du terrain, c'est parce que nos divisions ont fait que eux ont su toujours tenir le même discours néolibéral sur l'assistanat, sur la haine des pauvres, etc., qui a imprégné les esprits, y compris parfois dans les milieux les plus modestes. Parce que quand le camp de ceux qui considèrent que le vrai scandale, c'est pas qui a un écran plat dans une barre d'immeuble et qui gagne 5 balles d'alloc de plus que l'autre, c'est que quand même il y a des gens qui se gavent. Pour reprendre l'expression d'un certain Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'était un moment en 2012 qui disait, ça avait fait une petite chanson après, le problème c'est celui de ceux qui se gavent. Bon. Comme nous on était en train de se chamailler entre nous et ça, eux ils ont pu dérouler. Et donc je nous encourage, ça ouvre ce débat qui aura lieu plus tard et ailleurs dans la journée, à ce que si on est conscient que l'enjeu aujourd'hui pour nous c'est de défendre ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont besoin que la gauche et les écologistes arrivent au pouvoir pour éradiquer la misère, alors on ne peut pas offrir au camp des riches le luxe de notre division.